Dans les épisodes précédents et de manière générale dans ce podcast, nous nous intéressons au rôle des organisations et des territoires dans la transition bas carbone. Aujourd'hui, je vous propose un petit pas de côté. Nous allons voir ensemble qu'il est également possible d'intégrer la dimension citoyenne aux projets mis en place au sein du territoire en faveur de la décarbonation de nos mobilités. En effet, il est assez commun de parler de l'implication individuelle de tout un chacun, par exemple à son échelle changer de véhicule, privilégier les transports en commun, prendre son vélo au lieu de la voiture, repenser ses itinéraires, voire renoncer à certains trajets. Mais au-delà de ces actions individuelles, ce qui est intéressant, c'est lorsque les citoyens, de par leur implication dans la vie locale, deviennent de vrais acteurs de la transition de leur territoire et permettent la mise en place d'améliorations à l'échelle collective. On change alors de dimension, les citoyens s'intègrent à une dynamique collective, à une approche systémique de la mobilité, cette fameuse approche systémique dont nous avons parlé dans le premier épisode. Pour échanger avec moi à ce sujet, j'accueille Jérôme Petit, consultant mobilité durable chez Indigo. Nous allons voir ensemble comment la participation et la mobilisation citoyenne peuvent être de véritables atouts pour accélérer la décarbonation de nos mobilités dans les territoires, notamment avec des exemples concrets de projets qui ont vu le jour. Nous verrons aussi comment les collectivités et les bureaux d'études peuvent agir pour soutenir les initiatives portées par les habitants. Par ailleurs, en deuxième partie de cet épisode, nous aurons droit au témoignage de Marc Mossalgue, citoyen porteur d'une initiative inspirante. Bonne écoute! Alors bonjour Jérôme. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et aussi ce que vous faites au sein du cabinet Indigo avant qu'on démarre cet épisode? Oui, Indigo est un cabinet de conseil et d'ingénierie dans plusieurs domaines du développement durable, dont les mobilités. Et moi, je travaille au sein de ce cabinet depuis maintenant une vingtaine d'années. En qualité de conseil, enfin de consultant en mobilité durable. J'ai surtout une activité dans le domaine de la planification des mobilités, surtout pour des territoires, mais aussi pas mal d'accompagnement au changement pour des employeurs et des fois du grand public sur des opérations de coaching, et puis de conception de services de transport, contractualisation et également pilotage d'exploitation des services de transport. Et par ailleurs, donc ça c'est une activité professionnelle, et puis comme c'est un domaine que j'aime bien, j'essaye aussi d'y travailler de façon bénévole en investissement citoyen. Donc par exemple, je suis bénévole dans l'association de la FUB, Fédération des usagers de la bicyclette, hein, de chez moi, de ma région. Et je suis également correspondant local de l'association Rue de l'Avenir. Donc voilà, j'essaye d'avoir aussi un investissement citoyen en prolongement de l'activité professionnelle. D'accord. Oui, la FUB qu'on a reçue dans l'épisode sur le vélo et le genre d'ailleurs. On va parler justement aujourd'hui de la mobilisation citoyenne. Et je voulais savoir, selon vous, quelle est la place de la mobilisation citoyenne dans la conception et l'animation de services de mobilité, et particulièrement dans les milieux milieux ruraux et périurbains. Alors sa place, elle a peut-être pas encore justement la place qui serait nécessaire qu'elle ait. Moi, je travaille surtout souvent en milieu rural, en milieu périurbain, beaucoup pour des communautés de communes de 20 000, 30 000, 40 000 habitants, ou des petites communautés d'agglomération. Et au sein de ces collectivités, c'est assez difficile de mettre en place des solutions de mobilité qui soient vraiment à l'échelle des besoins. Et pourtant, toutes les études montrent que les besoins sont les mêmes qu'ailleurs, que dans des métropoles qui disposent d'une puissance de frappe importante en matière de humains et financiers. En milieu rural ou périurbain, ou même dans des petites villes, les aménagements sont assez peu productifs finalement, parce qu'il matériellement, il y a moins d'usagers. Les services également coûtent plus cher quand on rapporte à l'usager ou au voyage, parce que les volumes sont aussi un petit peu plus faibles.
Les moyens en ingénierie sont plus difficiles à obtenir. Les moyens d'accompagnement pour déployer des services également. Alors il y a des dispositifs financiers de soutien animés souvent par l'État ou par les régions, par les collectivités qui peuvent permettre de pallier un petit peu ces difficultés, mais ça épuise pas le sujet des ressources et de la productivité des services qu'on met en place. Et donc, c'est probablement dans ces milieux-là que la participation citoyenne pourrait avoir un rôle particulièrement important à jouer. Et de fait, de temps en temps, arrive à jouer un petit peu ce rôle-là parce que le temps bénévole et les compétences locales peuvent apporter des ressources que les collectivités n'ont pas suffisamment en propre. Alors, du coup, ça peut être une clé pour faire émerger des services, hein, que les habitants investissent les sujets de la mobilité pour intervenir en complément de la collectivité, avec un espèce de triangle qui se met en place où l'enjeu, c'est de faire émerger des collectifs qui développent des solutions de mobilité comme un commun, en relais et en complément de solutions qui sont plutôt administrées de façon traditionnelle par la collectivité. Donc là, on est dans le public. Et l'enjeu, c'est de faire diminuer le besoin et les pratiques autosolistes qui sont du domaine du privé. Donc il y a comme ça une espèce de triangle public, commun, privé, dont l'enjeu, c'est d'essayer de limiter l'emprise du privé et du personnel sur la mobilité. Donc voilà, il y a des solutions, il y a des solutions, il y a des exemples qui existent, hein, où la mobilisation habitante arrive comme ça à prolonger, à accompagner l'action publique. C'est important parce que c'est une expertise d'usage qui est apportée par les habitants, des fois une capacité à faire. Et quand on s'implique dans les solutions qui sont mises en place localement, ces solutions-là ont plus tendance à être ajustées aux besoins locaux. Alors après, il y a évidemment, je pense qu'on en parlera plus tard, des limites à tout ça, Oui. des limites au bénévolat qui sont à l'entraide, à l'échange, qui sont assez communes. Il y a pas mal d'obstacles, mais donc le défi, c'est de passer un petit peu au-delà de ces obstacles progressivement. Vous avez mentionné tout à l'heure le triptyque, voilà, citoyen, bureau d'études, collectivité. Comment est-ce que les collectivités, les bureaux d'études peuvent soutenir justement et encourager aussi cette auto-organisation des habitants pour la création de services de mobilité? Parce que je suppose qu'ils ont un rôle à jouer aussi. Ah, bien sûr, parce qu'un des obstacles à la participation citoyenne et à l'éclosion de services conçus, réalisés par des citoyens, bah, c'est justement que ça repose généralement sur un faible nombre de bénévoles, donc c'est fragile dans le temps. Et l'intérêt de la collectivité, bah, c'est que c'est une structure pérenne, en particulier à travers ces services qui assurent une continuité dans le temps long, ses services et ses compétences. Et le rôle de la collectivité, c'est justement de faire éclore, d'écouter, d'accompagner ce mouvement, ce qui demande justement du temps, des compétences, des moyens, et parfois aussi pour pas s'épuiser et pas dissiper de l'énergie, un appui de professionnels en matière de mobilité durable et d'intelligence collective pour arriver à bien canaliser l'énergie à la fois sur des objectifs et sur des modalités qui soient suffisamment productives. Et ça, c'est une configuration qu'on retrouve parfois et dans laquelle j'aime bien inscrire mon activité. Alors ça fonctionne pas à tous les coups. On n'est pas toujours dans des configurations comme ça, mais quand on est dans des configurations où la collectivité joue ce rôle d'accompagnement, c'est extrêmement intéressant. Oui, effectivement. Alors justement, bon là, on a parlé de la mobilisation des habitants, mais ça peut peut-être être encore un peu flou. Est-ce qu'on peut peut-être avoir des exemples concrets de projets de mobilité qui impliquent des citoyens? À quoi ça peut ressembler finalement, ce genre de projet? Alors on va dire qu'il y a il y a 3 grands domaines, dans mon expérience où les citoyens peuvent intervenir.
D'abord, il y a mais ça c'est assez classique. La plupart du temps, les bureaux d'études ou les collectivités y recourent pour imaginer des services. C'est le recours à l'expertise d'usage. Mieux comprendre les besoins en essayant d'aller au plus près, d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer des personnes, des usagers, des habitants. Donc là, il y a différents dispositifs qui existent, qui sont assez calés maintenant, des ateliers participatifs. On met les gens en situation pour connaître leurs besoins, leurs attentes, leurs problèmes. Nous, à Indigo, on utilise parfois des jeux collaboratifs comme médiateurs de cette discussion-là, de type serious game, quoi, où les personnes, on leur demande de rentrer un petit peu dans la peau d'un personnage qui a ses besoins de mobilité, qui a un univers de contraintes, et puis on a des petits jeux de plateau, de cartes avec des cartes solutions, par exemple. Et donc, le jeu va consister à associer aux besoins des solutions. Donc ça, on l'a fait dans les Hautes-Alpes, là, sur un plan de mobilité à Embrun, et on l'a fait là très récemment dans les Pyrénées, pareil. Donc on mobilise l'expertise d'usage, mais à partir de dispositifs de médiation de type un petit peu jeu. Et le CEREMA, d'ailleurs, a également ce type d'outils en cours de diffusion, notamment, mais plus sur des échelles de ce que j'ai vu d'aménagement de quartiers, aménagement d'espaces publics. Donc le recours au jeu, c'est une technique intéressante dans le cadre d'ateliers. Après, on peut aller sur le terrain également avec des balades urbaines. On conçoit des itinéraires avec des stations, et puis sur le terrain avec des personnes qui sont usagers, qui connaissent bien le terrain. On voit en situation les besoins, les difficultés, les problèmes qui se posent. Et puis après, il y a les enquêtes. Alors, les enquêtes permettent de toucher beaucoup plus de monde, donc ça a une portée statistique qui est intéressante, mais justement, des fois, le côté un peu cadré de l'enquête enfin, ça appauvrit des fois un petit peu les données. On gagne en représentativité statistique, mais on perd un petit peu en sens. Et je trouve qu'il y a un dispositif qui est assez remarquable, qui relie un petit peu les deux. Donc il y a le baromètre Parlons Vélo qui est réalisé par la FUB, et puis celui des villes marchables qui est porté par le collectif Place aux piétons, qui permet de donner la parole aux usagers de façon assez cadrée, mais avec une batterie de questions qui laisse un petit peu de place on va dire à la façon dont les personnes se projettent, quoi, sur l'espace public, sur leurs pratiques. Et ces baromètres-là permettent aussi de relever directement sur des cartes les points de difficulté. Et ce que vous pouvez observer, c'est que justement ces deux baromètres-là, ces deux protocoles très très quantitatifs, ils sont justement issus d'initiatives citoyennes. C'est parti d'associations, donc la FUB d'un côté, et puis Place aux piétons, qui est un collectif d'associations de l'autre. Donc ça, c'est l'expertise d'usage, c'est ce qui est le plus balisé. Après, il y a un deuxième niveau, c'est la conception de services. Donc là, on conçoit vraiment une fois qu'on a fait le tour des besoins, on conçoit des services avec les citoyens eux-mêmes, alors des services ou des aménagements. Donc là, on rentre dans des démarches de design de services qui peuvent s'appliquer. Je te donnerai quelques exemples sur du covoiturage ou de la mobilité solidaire. Et puis du design d'aménagement, où là, on a des exemples déjà assez fréquents sur de la conception de points d'arrêt pour des services de transport, sur de l'urbanisme tactique, qui peut se traduire par exemple par des expérimentations d'apaisement de la voirie, sur du marquage d'animation, ou sur des dispositifs qui commencent aussi à se diffuser sur les rues aux écoles, où le principe c'est de gagner un petit peu d'espace public aux abords des écoles pour le redistribuer à la convivialité des moments de sortie d'école, ou même à des activités pédagogiques. Ça, c'est le deuxième point. Le premier, c'était l'expertise d'usage. Le deuxième, conception de services avec les citoyens. Et le troisième étage, c'est des services qui sont réalisés par des citoyens eux-mêmes. Voilà. Et donc là, il y a aussi des exemples qui commencent à arriver. Oui, alors peut-être justement, je crois, les citoyens eux-mêmes.
des citoyens eux-mêmes, il y a l'exemple que vous avez documenté sur une autre interview là, un service de covoiturage qui s'appelle Signalez-vous, qui est extrêmement intéressant parce qu'il a émergé d'une initiative habitante, d'une initiative citoyenne, avec quelque chose, un dispositif technique qui est assez simple, mais qui est robuste et qui est de très bon niveau, quoi, qui consiste à parier les demandes et puis les propositions de trajet par le biais d'une messagerie instantanée qui est Signal, qui est en fait la même chose que WhatsApp, mais en plus où la donnée est plus protégée. C'est avec un système de boucles qui sont un petit peu différentes selon les trajets qu'on souhaite faire. Et puis, cette initiative-là a été accompagnée par la communauté de communes qui fait la promotion du dispositif en même temps que d'autres dispositifs de covoiturage d'ailleurs. Et puis, ça se diffuse de bouche à oreille sur le territoire. Et ça s'est même diffusé de bouche à oreille à l'extérieur du territoire, puisque il y a eu des essaimages sur donc c'était dans le Vercors à l'origine, et puis ça a essaimé en Chartreuse, qui est le massif en face, et puis ça est également à côté de Grenoble. Donc on est encore en proximité, mais voilà un système qui potentiellement peut être quasiment universel, quoi, parce que ça s'adapte assez bien Oui, à des tout à fait. environnements très diffus, où il n'y a pas de besoin ou d'avoir des plateformes extrêmement sophistiquées. Par contre, avec le désavantage de ne pas pouvoir difficilement avoir des bilans, du reporting, etc. Donc il y a certainement plein de progrès à faire avec ce genre d'outils. Mais voilà un exemple de quelque chose qui est parti vraiment du terrain, de la réflexion de citoyens un petit peu engagés, quoi. Et d'ailleurs, on entendra, Marc Mossalgue, qui va nous en parler de manière, plus détaillée dans la deuxième partie de cet épisode, justement. Ça va être, intéressant d'avoir son retour d'expérience là-dessus. Voilà, après des exemples un peu concrets sur les autres niveaux de participation citoyenne, sur l'expertise d'usage, par exemple, on a animé pour une communauté de communes rurales qui s'organise autour d'une commune d'environ 10 000 habitants, donc c'était dans le cadre d'un plan de mobilité, pour mettre en place une plateforme de covoiturage. Justement, on a animé un atelier qui était un atelier très, très pratique, où on réunissait des habitants, et puis ils avaient à disposition des postes informatiques où il y avait différentes plateformes qui existaient, qu'on avait configurées préalablement. Donc il y avait une plateforme commerciale, une plateforme plutôt publique régionale, et puis justement la plateforme Signalez-vous. Et on a imaginé des scénarios pour que sur le temps d'un atelier d'une heure et demie, les personnes puissent tester à partir de leurs besoins à eux les fonctionnalités des plateformes. Donc ça leur a permis de déclasser en fonction de leur ergonomie, en fonction des fonctionnalités, de l'adaptation aux usages sur le territoire, et finalement de guider la collectivité pour choisir la plateforme qu'elle allait mettre en place. Est-ce qu'elle allait contractualiser avec un opérateur privé? Est-ce qu'elle se reposait sur un service public qui existait mais qui était à une échelle beaucoup plus large? Ou est-ce qu'elle allait partir sur un système beaucoup plus territorialisé et décentralisé? Donc voilà un exemple. On a également, par exemple, plus sur le côté design de service, toujours avec un atelier avec des personnes recrutées sur le territoire, animer une séquence où les personnes pouvaient choisir concevoir le mobilier pour des lignes d'autostop, enfin des lignes de covoiturage. Donc ils avaient le choix entre soit quelque chose à base de panneaux, soit quelque chose à base de mobilier un petit peu plus rustique mais visible, ou alors un système avec affichage lumineux, bouton poussoir, etc. Et donc l'atelier a permis d'établir un cahier des charges pour la mise en place des lignes de covoiturage. Et puis sur l'étage réalisation par les citoyens, il y a également des services de covoiturage solidaire
où là, c'est un petit peu comme un service de transport à la demande. Donc, les usagers qui ont besoin d'être transportés appellent un central téléphonique pour avoir un transporteur. Mais le transporteur en face, c'est pas un transporteur professionnel sur un service public organisé par la collectivité. Ce sont d'autres conducteurs, des conducteurs bénévoles qui disposent de leur véhicule ou dont le véhicule a été mis à disposition par la collectivité pour faire ce travail-là. Et les conducteurs, donc qui sont disponibles, transportent bénévolement les personnes qui en ont besoin. Donc ils sont pas rémunérés pour le faire, mais ils sont défrayés pour le trajet qui est réalisé. Donc ça se fait soit par le biais d'associations. Il y a des exemples où la Croix-Rouge peut développer de tels services, ou alors de prestataires privés qui organisent les mises en relation qui recrutent des conducteurs et qui organisent les mises en relation avec les passagers. Voilà quelques exemples dans le domaine du covoiturage. Alors ça se fait beaucoup dans le covoiturage. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup dans le covoiturage. Ouais. Ça peut se faire, ça peut se faire ailleurs. Donc, dans l'aménagement, dans l'urbanisme tactique, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Alors là, il y a un exemple, une famille d'exemples qui est très intéressante, c'est les rues aux écoles. On a des environnements d'écoles euh, qui peuvent être dangereux ou pas très confortables aux entrées-sorties d'école, souvent d'ailleurs rendus dangereux par les parents eux-mêmes qui emmènent les enfants à l'école. C'est la boucle bien connue. Alors pour la casser, une façon de faire, ça peut être de réaménager de façon soit temporaire, soit plus permanente des abords d'école, donc sur quelques dizaines de mètres, pour faire des sas entre l'école elle-même et puis l'espace circulé. Et ça peut donner lieu à des événementiels ou à des fermetures de rue ou à des recompositions d'espaces qui peuvent être faits aussi avec les habitants. Ça, c'est une idée qui vient de Belgique, qui a été transmise en Angleterre et qui est ensuite arrivée en France, qui a été développée sur plusieurs dizaines d'écoles à Paris, puis à Lyon, puis à Lille, et qui est en train d'essaimer tout doucement, là aussi à coup d'appel à projet, et puis par l'investissement de collectifs comme Rue de l'Avenir ou Robin des Villes, qui arrivent à accompagner ce genre de dispositif. Ça, c'est sur l'espace public. Il y a d'autres exemples où on réalise plutôt que de faire des aménagements lourds, des marquages d'animation, donc avec c'est souvent des dispositifs au sol de peinture ou de tout petits aménagements, de jardinières, de petits espaces plantés. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire conçues et réalisées même avec les habitants. J'ai le souvenir d'un exemple sur une commune à proximité de Grenoble, JR, où voilà, un carrefour qui ne pouvait pas vraiment être réaménagé, qui n'était pas très très grand, mais qui était un petit peu dangereux, a été complètement reconfiguré, mais avec des aplats de peinture, donc du marquage d'animation, et par les habitants eux-mêmes, et donc toujours avec la médiation de professionnels un peu qualifiés, donc qu'on peut trouver dans les collectivités, et également un appui chez des bureaux d'études ou d'autres professionnels du design urbain, quoi. En effet. Donc finalement, on peut impliquer les habitants dans pas mal de projets, c'est ce on se rend compte. Alors on peut le faire, mais ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est les défis justement qu'on rencontre dans la mise en œuvre de ces projets participatifs de mobilité. Est-ce qu'il y a des limites à ça? Quelles sont-elles? Je pense qu'il y a deux grandes limites au moins. La première, c'est la pérennité, quelque chose qui est soit réalisé à l'initiative de citoyens, soit conçu avec eux. C'est quelque chose qui, comme ça, repose sur l'investissement de souvent un nombre relativement faible de personnes. On n'a pas de garantie professionnelle de continuité, et puis également les bonnes volontés peuvent s'épuiser, et des fois elles peuvent s'épuiser avant même la réalisation. C'est-à-dire qu'il y a un premier défi, c'est d'arriver à écouter ces envies-là,
à les accompagner et déjà à ne pas leur nuire. C'est-à-dire qu'une collectivité, sans même faire exprès, peut être confrontée, enfin, avoir des initiatives comme ça qui sont portées par des personnes sur le territoire. Et ce sont des initiatives qui collent pas forcément à la trajectoire, aux politiques publiques qu'elles veulent mener à ce moment-là. Et du coup, elles seront pas forcément en position de les écouter, de les accueillir, de les accompagner. Donc il faut peut-être des fois arriver à faire un pas de côté par rapport à la programmation, par rapport à l'agenda politique, pour saisir des opportunités qui arrivent des bonnes volontés qui se présentent et qui collent pas forcément avec les priorités actuelles. Donc là, il y a écoute, accompagnement pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est le premier pas. Le deuxième, c'est de s'impliquer en accompagnant, donc en fournissant du matériel, en réalisant des tâches d'interface, par exemple sur les services de covoiturage solidaire, probablement que les habitants, les bonnes volontés, les bénévoles peuvent relativement facilement mettre à disposition un véhicule et puis leur trajet pour accompagner. Par contre, tout le travail de mise en relation des demandes et des possibilités de trajet, toute la communication, tout ce qui est aller vers les usagers pour montrer que ces choses-là existent, la Faire promotion, connaître. etc. Tout ça, c'est des choses qui sont très chronophages, qui demandent des moyens que souvent les bénévoles n'ont pas. Et puis ça peut être du matériel. Hein. Donc ça, c'est le premier point, quoi. Les collectivités peuvent assurer doivent assurer la continuité, l'éclosion et puis la continuité des initiatives. Et l'autre difficulté, je trouve que c'est l'échelle. Parce que on arrive assez bien à imaginer des dispositifs participatifs pour se projeter à 20, 30, 40, 50 ans, que serons-nous en 2050, etc. Tout ça, on sait assez bien le faire, mais bon, je ne sais pas si c'est partagé, mais moi, ça m'a toujours laissé un goût d'inachevé parce que on n'arrivait pas sur des dispositifs opérationnels. Voilà, on rêvait ensemble, et donc ça, Ah on oui, crée du récit ensemble, c'est très bien, c'est une chose très très importante, mais ça débouche pas sur de l'opérationnel. sur du concret. Voilà. Mm. Et quand on débouche sur du concret, l'autre écueil, c'est d'être sur du saupoudrage, des micro-actions, des choses vraiment très très localisées. Bon, voilà, moi j'ai l'intuition qu'il y a un passage à l'échelle qui est nécessaire sur de l'opérationnel et qui est très difficile à faire et sur lequel on est encore à un moment où on expérimente, où on bricole un petit peu des choses, quoi. En effet, pas mal de défis. Mais alors j'ai une dernière question qui est un peu en lien avec ça. On parlait de projection. Mais alors justement, comment est-ce que vous vous projetez sur cette mobilisation citoyenne? Est-ce que vous pensez que enfin, dans quel sens est-ce qu'elle doit évoluer? Est-ce que vous pensez que c'est intéressant? Comment vous envisagez l'évolution de cette mobilisation, des citoyens dans la conception et l'animation de services de mobilité au final, pour la suite, dans les années à venir? Je pense que c'est aujourd'hui, on balbutie encore un petit peu, on expérimente des choses. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à trouver sa place entre l'initiative privée et commerciale et puis l'initiative publique programmée, etc. D'avoir ce développement d'un commun de la mobilité qui prend un petit peu la place entre les deux. Pour ça, je pense que ça demande, ça demande de l'écoute, ça demande de l'attention, ça demande du soutien. Donc là, c'est des moyens financiers. Et puis, ça demande aussi de progresser dans les techniques d'animation, dans les techniques de mobilisation, parce que on voit assez bien que entre des collectifs qui disposent justement de ces techniques d'organisation, de discussion collective, et puis d'autres qui sont un petit peu plus démunis. Il y a des grandes différences dans ce qu'on arrive à faire.
Donc ces techniques-là, je pense que c'est à nous toutes et tous de nous les approprier, de les pratiquer, de les expérimenter, de les diffuser. Et je pense que c'est le plus grand défi pour arriver à ce que la participation citoyenne trouve sa place, qui est pas toute la place, mais trouve sa bonne place dans le dispositif de mobilité durable. Je disais que ce qui serait intéressant aussi, c'est de réussir à impliquer plus de citoyens, parce qu'on est aussi souvent sur un petit panel de citoyens qui s'investissent beaucoup. Et ce serait intéressant de réussir à faire en sorte que plus de personnes se sentent impliquées et ont envie de participer dans la vie collective, finalement, de leur communauté de communes et voilà, ce genre de choses. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on réfléchit sur de la prospective, typiquement 2050 ou dans 10 ans, on a effectivement souvent le phénomène de discuter un peu toujours avec les mêmes personnes qui sont impliquées dans les associations, qui sont au courant un peu des réflexions de la collectivité. Et effectivement, on a l'impression de toujours faire un petit peu d'entre-soi. Mais nous, ce qu'on observe, c'est que quand on cherche à mobiliser des citoyens sur des choses concrètes, euh, éventuellement ponctuelles, sans engagement de durée, des séquences dans la rue, des ateliers de réflexion sur des services vraiment précis, donc des choses qui sont concrètes que les gens peuvent toucher du doigt. Et ben là, il y a plus de mobilisation et il y a d'autres personnes qui viennent contribuer et qui viennent réfléchir et créer. Donc, je pense que plus le sujet est concret, plus on arrive à élargir le champ de la participation. Après, pour maintenir le rythme, maintenir l'effort et arriver à avoir de la continuité, c'est autre chose. Mais au moins, ce que j'observe, c'est que quand on est concret, et plus on a de chances d'élargir le cercle des citoyens actifs. D'accord. Bon, ben, merci beaucoup Jérôme pour cet éclairage, c'est très intéressant. Et je vous souhaite une bonne continuation dans ces projets-là et à bientôt. Eh ben, merci également et à bientôt. Un grand merci à Jérôme pour cette exploration de la mobilisation citoyenne dans la décarbonation de nos mobilités. Nous nous retrouvons en deuxième partie de cet épisode pour écouter Marc Mossalgue, citoyen et habitant d'un petit village du Vercors, qui est à l'initiative de la création d'une plateforme de covoiturage local. À bientôt!